Bonsoir, merci à vous d'être là ce soir. Donc j'ai proposé une intervention rhétorique et argumentation que je vais tâcher de faire contenir à peu près en 1h30 de façon à ce que nous puissions ensuite échanger. Il y a des lieux où il faut appeler Paris, Paris, et d'autres où il la faut appeler capitale du royaume. C'est une phrase très célèbre des pensées de Blaise Pascal. De façon plus contemporaine, je ne dis pas la même chose pour évoquer la mort de quelqu'un. Si je dis il est mort, il a vécu, il nous a quittés, ou si je dis il a passé l'arme à gauche, il est allé manger les pissenlits par la racine, il a crevé. Alors je ne dis pas la même chose, je ne pense pas la même chose, et surtout, je ne veux pas que vous pensiez la même chose par rapport à la personne qui est, pour employer un terme neutre, décédée. Si je prends maintenant des exemples plus politiques et plus contemporains, quand j'emploie le mot ruissellement dans le domaine économique, j'emploie une métaphore, ce qui est un procédé rhétorique très banal, qui fait partie d'un des domaines les plus communs de l'analyse rhétorique, l'élocution, ou si on veut, la forme des propos. Quand je parle de ruissellement, que dis-je de plus que si je dis que les riches permettent par leur consommation, leurs investissements, aux plus pauvres, aux plus de vivre et de survivre ou de mieux vivre économiquement. Alors je ne dis rien de plus, en plus je le dis en plus court, je fais une économie, ce qui est important dans l'échange, d'accord, d'avoir une performance économique du point de vue des mots. Donc je ne dis rien de plus, c'est une métaphore explicative et les seules choses, c'est que, de mon point de vue, je pose deux choses en disant cela. Je pose qu'il y a un surplomb. Pour qu'il y ait ruissellement, il faut que quelque chose vienne d'en haut et aille vers le bas. Donc déjà, je pose une vision de la société où il y a du haut et du bas, et où le bas est nourri par l'abondance du haut. La deuxième chose que je pose, c'est que c'est une métaphore qui se rapporte à la nature, et donc je valide en quelque sorte cette comparaison sous-entendue en l'assimilant à un phénomène naturel, et en la validant, elle est immédiatement acceptée, ou en tout cas considérée comme acceptable. Quand on célèbre la rafle du Veldiv, n'est-ce pas, là, il ne s'agit pas d'une métaphore, c'est pas une figure de style, c'est un glissement synonymique. Célébrer la rafle du Veldiv à la place de commémorer la rafle du Veldiv, c'est une synonymie, un glissement, c'est pas une synonymie, c'est un glissement qui joue sur la connotation et d'une connotation honorifique, dans la commémoration, il y a une dimension honorifique. Ici, on passe à quelque chose qui serait de l'ordre de la laudation, un événement historique, pourquoi pas positif, n'est-ce pas? On a l'habitude de célébrer des victoires, plutôt que des défaites. De plus, par ce glissement synonymique, on se met à l'abri de tout procès, n'est-ce pas? Il n'est dit nulle part que c'était très bien la rafle du Veldiv, c'est simplement sous-entendu. Donc, cet art de la suggestion a beaucoup été employé, alors de façon qui nous satisfait au XVIIIe siècle, par les philosophes des Lumières. Genette pose une question qui recoupe un des principaux intérêts pour moi de cet exposé. Alors Gérard Genette est un grand stylisticien,
J'en profite pour dire que cet exposé sur l'argumentation et la rhétorique concerne l'argumentation et la rhétorique du point de vue stylistique, non pas du point de vue linguistique. Je ne m'intéresserai pas aux opérateurs de logique de l'argumentation, les donc, etc. Donc Genette dit pourquoi la figure signifie-t-elle davantage que l'expression littérale, Pourquoi le fait d'utiliser voile pour désigner par synecdoque un navire revient-il à apporter un surplus de sens? Alors pourquoi? Oui. Eh bien, là, il parle du motivation par le détail. On retient donc du navire ce que l'on voit de loin, la voile. Le détour sensible est imprimé à la signification et donc est imprimé une certaine modalité de vision ou d'intention. Ici, quelque chose bien d'esthétique. L'image elle-même, la synecdoque fait image. C'est une modalité du regard, de la contemplation. Voilà, et c'est pas une modalité qui pourrait être technique si on parle par exemple de navire. C'est pas du tout la même chose. Si je commence par cet exemple, qui est un poncif, de vieillot de la poésie, et aussi un des aspects de la rhétorique qui est parmi les plus rebattus, la théorie des figures et son catalogue qui est souvent scolaire. Vous avez dû avoir affaire à métaphore, métonymie, synecdoque, etc., gradation. Si je commence par ça, c'est pour bien mettre en évidence tout de suite qu'il ne s'agit pas ici de vérité. Les exemples que je vais donner, je n'en juge absolument pas le contenu. Je m'intéresse à ce que leur modalité peut nous indiquer. Et il s'agit d'évaluer, éventuellement de commencer à pouvoir s'approprier les moyens, les formes, tout ce qui peut faire la force d'une argumentation. Voilà. Et aucun exemple je ne dis rien du contenu. Voilà. Quoique je puisse en penser. Donc je vous ai mis ici un portrait qui m'a fait beaucoup rire. Voilà. Et donc c'est Aristote. Voilà. Revisité. Donc vous savez que dans l'Antiquité, la rhétorique est une muse. Alors on va mettre la muse, la vision plus... Voilà, vous l'avez là-bas. Et au milieu, donc, j'ai indiqué un plan quand même pour qu'on puisse, je l'espère, me suivre. Voilà. Donc ce plan indique la façon dont je vais procéder. Donc après ce qui fait partie de la rhétorique, ce bref exorde. Donc comment définir rhétorique et argumentation? Quelle est la finalité de la rhétorique et les premières définitions? Un peu d'histoire, la rhétorique classique, donc vous avez ici le maître, le fondateur, Aristote. Bon, la muse n'ayant rien écrit, n'est-ce pas, on ne peut pas savoir, on n'a pas de leçon directement donnée par elle. Les procès faits à la rhétorique, où en est-on aujourd'hui? Rhétorique et argumentation, je dis rhétorique pour être plus concise. L'art oratoire, alors là c'est un survol, parce que ça demanderait des heures de cours, mais juste un survol des techniques de l'argumentation. Donc pour l'instant ça doit vous paraître un peu abscon. Les genres, les parties du discours, les trois preuves, exemple de ce qu'on appelle les lieux communs, les types d'arguments, et enfin la conclusion et la discussion. Voilà. Donc, en ce qui concerne comment définir la rhétorique et l'argumentation,
en ce sens qu'elle est rhétorique. C'est-à-dire, je reviens sur le fait que je ne m'intéresse pas à l'argumentation du point de vue linguistique, d'accord, avec les connecteurs logiques, etc. Eh bien, c'est l'art de dire à quelque chose à quelqu'un, ou à quelques-uns, très souvent à quelques-uns, dans une modalité particulière. C'est l'art d'agir par la parole sur les opinions, les émotions, les décisions d'un ou des autres, ou d'en avoir en tout cas l'intention, art donc d'agir par la parole dans la limite des institutions et des normes qui, dans une société donnée, règlent l'influence mutuelle des sujets parlants. C'est là un point essentiel dont nous avons évidemment contrepoint, contre-exemple frappant, le respect des règles ou des normes instaurées dans un type de société. Donc, quels sont les buts de la rhétorique? Il y a 2 buts reconnus, admis, convaincre et persuader. On verra pourquoi il y a 2 buts et pas un seul. Quel est le domaine de la rhétorique? Le domaine, c'est celui de l'indécidable, c'est le domaine du non-certain, le domaine de l'opinion. La rhétorique est fondée par de ce qu'on appelle la doxa, c'est-à-dire l'ensemble des opinions qui sont reçues sans discussion comme évidentes dans une civilisation donnée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas les remettre en question. Ça différencie la rhétorique, par exemple, de la science, d'accord? La rhétorique travaille dans ce domaine de l'opinion, du jugement sur quelque chose qui n'est pas certain scientifiquement ou religieusement, hein, si on est, voilà. Son domaine, c'est celui-là. Elle doit aboutir à un jugement. En cela, c'est aussi différent de la philosophie ou de la science qui sont dans le domaine de la vérité. Mais c'est proche aussi et de la philosophie et aujourd'hui de la science, car la rhétorique utilise la démonstration. Voilà. Donc, on verra dans les procès, ce sont des procès qui sont faits à la rhétorique. Donc c'est cet art dans ce domaine, et elle cherche à identifier quel procédé permet de produire un effet voulu. C'est donc l'ensemble des moyens d'expression et des formes du discours dans le but de convaincre et ou de persuader. En bref, l'art de parler, ou comme le dit Schopenhauer, quand on est de mauvaise foi, l'art d'avoir toujours raison. Alors Schopenhauer a publié un court ouvrage, donc c'est un philosophe, il a publié cet ouvrage vers 1864. Non, il l'a publié en 1864 et on pense qu'il a été rédigé presque 30 ans avant. Ce traité est édité en France sous le titre académique de la dialectique héristique. Alors, j'ai gardé le mot héristique parce que c'est extrêmement important. L'héristique, c'est l'art de la controverse. C'est-à-dire que là, ça nous donne, c'est pour ça que j'ai parlé de mauvaise foi, une des premières différences entre la rhétorique telle qu'elle peut être idéalisée et enseignée, et j'ai donné une première limite, enfin une première frontière où elle touche, c'est celle de la science et de la philosophie, et une autre, l'art de la controverse ou de la polémique. Donc, il donne, Schopenhauer, un certain nombre de moyens de toujours, comme il l'annonce, toujours avoir raison. Alors, par exemple, retourner un argument contre l'adversaire. Un coup brillant est le retortio argumenti, par lequel on retourne l'argument d'un adversaire contre lui. Si, par exemple, celui-ci dit « Ce n'est qu'un enfant, il faut être indulgent », le retortio serait « C'est justement parce que c'est un enfant qu'il faut le punir ».
ou il gardera de mauvaises habitudes. Donc, l'art de retourner les arguments contre les adversaires, je n'ai pas besoin de faire un dessin sur ce qui se passe en ce moment sur des notions qui sont les notions de notre doxa, n'est-ce pas, de la liberté, voilà. Pousser à l'absurde l'argument de l'adversaire, feindre de lui donner raison. Alors bon, j'ai trouvé ces derniers temps sur Facebook un post, tout début, inspiré par le discours de Poutine, l'Italie réclame les anciens territoires de l'Empire romain. C'est pousser l'argument historique à ses conséquences. La controverse n'est pas l'argumentation, mais bien sûr, elle s'en rapproche. Et avec une frontière qui est parfois difficile à tracer. Pour bien préciser, il m'a semblé nécessaire donc de passer par un rappel historique, parce que ça, ce sont les premières définitions et les premières limites, et on verra qu'au cours donc des siècles, il y a d'autres précisions. Donc Marc Fumaroli, un grand stylisticien qui était mon idole à un moment, le stylisticien et académicien, dit que la rhétorique est aussi ancienne que l'histoire littéraire elle-même, sauf qu'il emploie littéraire au sens de res littéraire, pas du tout au sens de roman, poésie, etc., au sens de ce qui... tous les écrits de quelque valeur, c'est-à-dire aussi les sciences, aussi la politique, aussi l'histoire, etc. Alors le père de la rhétorique, donc, c'est Aristote, qui publie donc un traité intitulé la rhétorique, vers 380 avant Jésus-Christ, à peu près les 380-320. Il y a Marcel qui me corrigera si si je me trompe. Donc ce traité de l'art oratoire, c'est l'apprentissage de la capacité de discerner dans chaque cas ce qui est potentiellement persuasif. Il le divise en 3 livres. Le premier, la définition et le fonctionnement de la rhétorique. Le second, ça c'est important, la psychologie des locuteurs. Et le dernier, les effets de style. La rhétorique est un discours que tient un orateur, qui est propre à persuader un auditoire ou à l'émouvoir. La raison est étrangère à la rhétorique, car la raison se veut univoque, et par conséquent, elle relève de la seule philosophie. Aujourd'hui, on dirait peut-être de la science, d'accord, même si la semaine dernière, on a vu que la science est fondée sur l'incertitude. C'est un art du discours, quel que soit le contenu. C'est un art purement formel d'agencer des idées afin de convaincre un auditoire. Elle est aussi définie comme un métadiscours. C'est un discours sur les discours, la science des discours. Le mot grec désignant à la fois le discours et le savoir. On le sait avec psychologie, avec notre suffixe logie. Bon, Aristote restera pour tous ceux qui lui succèdent le référent, le maître, voilà. Bref, aperçu de ceux qui lui succèdent, pour ceux qui ont fait du latin, on a quelques souvenirs des études. Alors, il y a Quintilien, l'institution oratoire, qui sera un livre très très important au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qui est aussi un fondateur. Mais je ne vais pas m'intéresser à lui, je vais m'intéresser surtout à quelqu'un d'autre, Cicéron, Marcus Tullius Cicéron, parce qu'il marque quelque chose d'important. Alors, outre que lui aussi reprend Aristote, enfin voilà, c'est donc pas ça que je vais développer. Alors on connaît, peut-être, enfin je le dirai après, ce qui caractérise Cicéron, c'est que c'est un avocat. C'est un philosophe, c'est un rhéteur, c'est un écrivain, et c'est aussi un homme d'État romain. C'est quelqu'un
qui est très engagé dans la politique, qui prendra un certain parti dans un mouvement de l'histoire romaine qui n'est pas de tout repos. En tant qu'avocat, c'est quelque chose qu'on connaît, il déjoue la conjuration de Catilina, qui voulait renverser l'État, et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, jusque à quand, Catilina, abuseras-tu enfin de notre patience? Combien de temps encore serons-nous le jouet de ta fureur? Jusqu'où s'emportera ton audace effrénée? Alors bon, vous voyez, c'est un style oral, la reprise, l'anaphore, la reprise en début de phrase, c'est presque des vers de la question posée, c'est un procédé d'amplification. Moi président, moi président, moi président, je crois que tout le monde s'en souvient, n'est-ce pas? C'est une façon d'asseoir l'autorité. Ici, ça signe bien sûr le ton de l'indignation vertueuse. Ce début est célèbre parce que il y a aussi ici une apostrophe, il s'adresse à Catilina et il le met en position en quelque sorte d'accusé, lui de procureur devant tous. Il installe une sorte de scène. Or, ce discours a été prononcé non pas au Sénat, mais la première fois au Temple. Pour des raisons de sécurité. L'autre aspect de ce discours qui est intéressant, alors le deuxième chapitre de ce discours commence par, au tempora au mores, qui est aussi ces formules dont on se souvient, au temps, au meurtre, où il dénonce la corruption de son temps qui permet à Catilina bien de pouvoir mettre en danger l'État. C'est courageux parce que effectivement il risque sa vie, donc c'est aussi une des dimensions de l'orateur que Cicéron, de l'orateur politique que Cicéron incarne, c'est la prise de parole avec une forme de conviction qui est un véritable engagement puisque ça va jusqu'à risquer sa vie. Il aura une vie agitée et comme vous le savez, il finira assassiné, n'est-ce pas? Il aura pris le parti contre Antoine, qui lui n'était pas là pour bavarder et qui lui fait couper la tête. Je sais plus, oui, je crois qu'il lui coupe la tête. Enfin, il est dans sa voiture, il sort la tête, on lui coupe la tête. Bon, enfin bref. Ça signe son engagement. Du point de vue rhétorique et en politique, il y a des choses qui sont importantes. Une, c'est il fait la distinction entre l'utile et le moral. Et de façon assez cynique, il considère que les arguments du type de l'utile doivent être donnés devant le Sénat, qui serait l'Assemblée, voilà. Tandis que devant le peuple, il faut des arguments de l'ordre du moral. Il faut toucher le peuple, on dirait, et convaincre le Sénat. Et ça m'amène donc il s'agit de se concilier pour lui, essentiellement, la bienveillance des orateurs et éveiller en eux toutes les émotions utiles à la cause. Ce qu'on a résumé par instruire, plaire et émouvoir. Il utilise aussi beaucoup l'humour, ou l'ironie. Il est très caustique. Dans un autre texte, les Vérines, il joue sur donc Vérès, il dénonce la corruption et les exactions de quelqu'un qui est aussi un personnage très important de la République. C'est pas aussi sans risque que ça. Et surtout, il est jeune à ce moment-là. Pense qu'il va pas gagner, il gagnera. Et il joue sur les deux sens, le ius verimum, c'est à la fois la justice de Vérès, mais c'est aussi, Vérès ça veut dire cochon, donc le jus de cochon, voilà. Il caricaturera Claudius en se moquant de lui, parce que Claudius était
déguisé en femme, enfin voilà. Il va très très loin et ça m'amène à ce que... Je vais terminer sur Cicéron, mais le 3 novembre 2016, 4 jours avant les élections aux États-Unis, le Washington Post a publié un article qui comparait Donald Trump et Cicéron. Voici ce qu'on lit. Mais bien souvent, ce que dit le candidat républicain atteint son but, c'est en partie parce qu'il se sert des mêmes stratégies rhétoriques que Cicéron, un des plus grands orateurs de toute l'histoire. C'est assez surprenant qu'on veuille hausser Donald Trump à la stature de Cicéron, mais vous voyez, c'est extrêmement important, n'est-ce pas, cette caution, espèce d'argument d'autorité qui est donné à Donald Trump, comme orateur, de pouvoir être comparé à Cicéron. Bon, je me demande si les lecteurs le connaissent, mais enfin, bon, apparemment, en tout cas, ça avait valeur d'argument pour la personne pour la journaliste qui l'a écrit. C'est Julie Zosmer, bon, je ne la connais pas. Elle analyse le style et elle dit souvent la prétérition ne va pas jusqu'à l'honnêteté complète. Elle fait quand même une petite, voilà, quand même. Alors, Cicéron, on a pu l'accuser, je reviendrai sur son style, à peu près des mêmes péchés. Mais la prétérition à la Trump, c'est, enfin, la prétérition en général, c'est le fait de dire c'est une figure de style très efficace. Si, dit-on, on veut faire allusion à des choses qu'on est incapable de prouver. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire que les élections ont été truquées, c'est tellement évident, n'est-ce pas? Je ne vous dirai pas, j'allais dire, Bush est un imbécile, je ne le dirai pas. À propos de Kim Jong-un, qu'il avait traité de vieux, qui avait dit il dit, je ne le traiterai jamais de petit gros, j'aimerais tellement être son ami. Voilà. Alors, ce style est le style de Cicéron. Il a eu des détracteurs, une autre école, l'asianisme, qui était, elle, centrée sur la clarté d'expression, la correction du langage et un certain dépouillement. Donc, il trouve que le style à la Cicéron, et on en connaît d'autres, j'ai cité Trump, est un style empoulé, surabondant. Alors, Cicéron se répète, et faisant dans la démesure, et trop sensible au jeu sur les sonorités, au rythme, au balancement des périodes, etc. pour le latin, mais ce que nous on appellerait le rythme, le balancement des sonorités. Alors Cicéron répond, bien entendu, vous vous en doutez, il répond que cet atticisme, donc ce dépouillement rend aride et est plus propre à plaire à un grammairien qu'à séduire et à convaincre la foule. L'atticisme est étriqué et monochrome, donc il n'emportera pas l'adhésion. Pour Cicéron, l'orateur doit être une figure centrale de la vie publique romaine. Donc, il affirme à propos de César la supériorité de la gloire de l'éloquence sur celle des armes, que les armes le cèdent à la toge, ou arma cedant verbis, que les armes laissent la place à la parole. Oui, n'est-ce pas? Ça situe aussi le débat, parce que il faut pour cela que l'orateur possède des qualités fondamentales, une philosophie, une culture, et donc que tout ce que dit l'orateur doit reposer sur l'étude, et une connaissance quand même approfondie de la matière qu'il traite. Donc c'est une forme aussi d'idéal,
de l'argumentation et de la rhétorique et d'idéal de l'orateur. Ce sont les principaux inspirateurs de l'enseignement de la rhétorique jusqu'au XXe siècle compris, une longue tradition, notamment scolaire, dans les collèges de jésuites aussi, et pour les prêtres, bien entendu, et voir, vous avez des exemples, alors j'ai pas le temps de le faire, mais prendre un discours d'un des grands révolutionnaires, de Danton ou de Robespierre, quand on en viendra aux techniques de l'argumentation, ils ont été formés à cette école-là, à cette école classique, et ça a eu des effets. Après la Révolution, la rhétorique sera remplacée par la grammaire. Pourquoi pourquoi? Donc, c'est les procès faits à la rhétorique. Alors, plusieurs procès. C'est comme l'histoire de la rhétorique, les procès commencent dès sa naissance. D'accord? L'art de parler, l'art de convaincre et de persuader est attaqué dès qu'il est présenté comme tel, comme une matière à enseigner. Qui l'attaque? Socrate. Bien entendu, Platon si l'on préfère, au nom de la philosophie. Socrate voit la rhétorique comme une pratique sans valeur car elle n'apporte pas la vérité. Alors, il s'oppose là à ceux qu'on a appelés les sophistes, qui prétendaient pouvoir soutenir une thèse et son contraire avec la même intensité. La rhétorique est un art du mensonge, de la flatterie, alors de la flatterie au sens des usages sociaux, ne dire que ce qui convient dans un cercle donné. D'accord. Il traite de ça dans un texte assez célèbre, le Gorgias. Le savoir-faire rhétorique est une contrefaçon aussi de l'art politique. Il ne s'agit jamais de faire une démonstration rationnelle. La rhétorique joue sur la persuasion et non pas sur une conviction rationnelle étayée par des preuves logiques et cohérentes, contrairement à la philosophie. Donc la rhétorique ne va pas vers la vérité, ne cherche pas la vérité. Elle ne repose que sur ses techniques et sur ce qu'elle veut démontrer. En outre, la rhétorique peut être dangereuse. Elle peut manipuler l'opinion et elle peut s'en servir de façon négative de cette manipulation, ça Gorgias l'admettra. Et d'autre part, l'enseignement est une mauvaise nourriture alors pour l'âme, car elle n'apporte pas la vérité et la recherche de la vérité. Elle apporte un semblant de vérité, un ersatz de vérité. Et elle habitue donc l'individu finalement à se satisfaire de ce semblant de vérité, au lieu de le former à rechercher, comme les philosophes, la vérité. Donc elle fausse en quelque sorte l'esprit humain. Bon, par exemple, une question rhétorique, tout le monde est d'accord, c'est si je vous dis « et j'aurais tort de vouloir préserver mes intérêts », c'est pas une question. C'est vous êtes d'accord avec moi que j'ai raison de vouloir préserver mes intérêts. Art de la manipulation, je ne vous permets pas de réfléchir, je suscite immédiatement l'adhésion. Donc, la rhétorique s'intéresse plus aux effets qu'à l'essence, et l'orateur tout-puissant, qui peut donc manipuler les autres, eh bien, Socrate le compare à un tyran. Voilà. Bon, là aussi, on ne peut pas dire qu'il est tort. Enfin, ça se discute. La période classique, maintenant, va critiquer aussi la rhétorique, c'est-à-dire, je parlais du XVIIe, on pourrait parler avant, il y a la scolastique. Bon, je peux pas tout dire, ça sera déjà assez long, je sais pas.
Donc, je parle de Descartes, hein, le fameux cogito ergo sum, période classique, qui est aussi célèbre que le E égale MC2. C'est un procédé rhétorique magnifique, hein, c'est celui de la concision dont je parlais avant, qui est quelque chose qui joue sur la mémoire des auditeurs, hein, et qui fait que tout le monde s'en souvient, n'est-ce pas, hein, voilà. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre, etc. Il y a des formules comme ça dont tous nous nous souvenons dans une culture donnée. Qu'est-ce que ça résume chez Descartes enfin, je ne vais pas faire un cours de philosophie, rassurez-vous. Très rapidement, ça signe l'avènement du pôle central qu'est l'homme. Chez les Grecs, c'est l'être. Pour le Moyen-Âge, c'est essentiellement le rapport à Dieu, d'accord, avec la modernité. Bon, ça commence avant le XVIIe, mais voilà. Hein, donc, ce qui est essentiel, c'est les sciences, c'est le savoir, c'est la progression du savoir. La seule valeur que Descartes reconnaît, c'est l'évidence. Hein, vous savez, on enlève tout et on arrive à une évidence, cogito ergo sum, c'est la seule évidence qui peut tenir. Donc la connaissance doit s'affranchir de la parole et de ses arguties, de tous ces faux semblants. Le fondement de la pensée, c'est la démonstration de type mathématique et les exemples, d'accord, les choses qui sont claires. Il dit « J'estimais fort l'éloquence et j'étais amoureux de la poésie, mais je pensais que l'une et l'autre étaient des dons de l'esprit, plutôt que des fruits de l'étude. Ceux qui ont le raisonnement le plus fort et qui digèrent le mieux leurs pensées afin de les rendre claires et intelligibles peuvent toujours le mieux persuader ce qu'ils proposent, encore qu'ils ne parlassent que bas-breton et qu'ils n'eussent jamais appris de rhétorique. D'accord ? Il suffit de bien penser. C'est ceux qui pensent bien s'énoncent clairement, d'accord ? Le langage, hein, et la langue, alors si on parle du langage, mais aussi de la langue, hein, est là pour représenter la pensée. Doit être un instrument de pure transparence. Et justement, le malheur, hein, c'est que très souvent, la langue, et alors encore plus avec la rhétorique, hein, elle joue un rôle d'obstacle, elle interfère, hein, entre la pensée et son énonciation. Descartes dit qu'il rêverait d'une langue où un mot égale une chose. Hein. Alors, en général, un mot égale plusieurs choses, et pour une chose, on a plusieurs mots. Voilà, hein, comme on l'a vu au début. Et là commencent les problèmes, n'est-ce pas ? Là commencent les problèmes. Il rêve d'une philosophie sans rhétorique. D'aucuns rêvent d'une politique sans rhétorique. J'ai entendu un discours de Macron, je répète, hein, c'est assez ancien, il n'est pas le seul, mais je trouve que au moment de la crise des Gilets jaunes, on lui reproche d'avoir employé le mot bordel pour désigner cette crise, d'accord ? Et donc d'avoir été grossier, méprisant, etc. Il dit « J'ai toujours essayé de m'approcher d'une forme de vérité, celle que je pensais juste, et donc je nomme. Les élites se sont habituées à ne plus dire les choses, à avoir un discours aseptisé, à considérer que ce qui est intolérable, c'est le mot, et non la réalité qui est derrière. » D'accord ? Donc, combien de fois avons-nous entendu ce discours en politique de la transparence, d'accord ? De dire exactement ce qui est, contrairement aux adversaires, qui ici donc ils reprochent une euphémisation, hein, de la réalité, hein, de dire
de dire il est passé au lieu de dire il a crevé, n'est-ce pas? Voilà, en quelque sorte. D'autres reprocheront à leurs adversaires au contraire, d'exagérer par leurs propos une réalité. Le politique qui parle se voulant celui qui dit la réalité, qui a donc cette langue transparente. Le projet de Descartes est un échec pour tous les penseurs comme Foucault, Derrida, Louis Marin, Marc Fumaroli, etc. Donc la disparition de la rêvée de la rhétorique n'aboutit pas. Sur ce premier procès, il y aura un autre procès, c'est celui fait par les romantiques. Alors ils dénoncent surtout à la fois l'enseignement de la rhétorique et la contrainte exposée à l'écriture et à l'expression orale, politique ou dans la société. Alors je vous renvoie pour ça au discours des comices dans Madame Bovary de Flaubert, qui est un pastiche du discours obligé des pratiques courantes des orateurs politiques provinciaux. Je ne sais pas si vous... Alors ça commence par « qu'il me soit permis d'abord, avant de vous entretenir de l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, et ce sentiment, j'en suis sûr, sera partagé par vous tous, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre justice à l'administration supérieure, au gouvernement, aux monarques, messieurs, à notre souverain, à ce roi bien-aimé, à qui aucune branche de la prospérité publique ou particulière n'est indifférente, et qui dirige à la fois d'une main si ferme et si sage le char de l'État parmi les périls incessants d'une mer orageuse. Ça, c'est un exemple très célèbre de l'incohérence du style enflé, n'est-ce pas, le char sur la mer orageuse, sachant d'ailleurs faire respecter la paix comme la guerre, fait respecter la paix et la guerre, l'industrie, le commerce, l'agriculture et les beaux-arts. Bon, cette scène et tout le discours, là, je n'en lis que ça, une accumulation des poncifs rhétoriques. On voit comme la rhétorique est perçue comme vidée de sens, d'accord? Et c'est noté doublement par Flaubert, puisque en contrepoint, il y a Rodolphe qui essaye de séduire Emma et qui réussit, n'est-ce pas? Donc en contrepoint des veaux et des vaches, vous avez les déclarations inflammées de Rodolphe, et ça s'achève sur la médaille qui est donnée à la pauvre Catherine, 54 ans de service, et on lui donne une médaille en argent. Après tous ces discours enflés, il y a une cruauté terrible, n'est-ce pas, dans cette scène. Donc c'est par rapport à ça que quelqu'un comme Hugo, alors les romantiques en général, mais Hugo va s'attaquer à la rhétorique. Alors dans Réponse à un acte d'accusation qu'il a écrit en 1854 à Jersey, il dit « Je criais dans la foudre et le vent, guerre à la rhétorique et paix à la syntaxe. » Alors c'est aussi célèbre que la formule « j'ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire », n'est-ce pas? Mais sur cette formule, c'est intéressant. Donc il fait entrer des mots, je nommais le cochon par son nom, pourquoi pas, j'ai dit à la narine, mais tu n'es qu'un nez, j'ai dit au long fruit d'or, mais tu n'es qu'une poire. Bon, donc il parle du vocabulaire poétique et théâtral. Mais ce qu'il dit à propos du dictionnaire, pourquoi ceci toujours devant, cela toujours derrière? Et sur l'académie, aïeul et douairière, cachant sous ses jupons les tropes effarées, les tropes c'est les images, figure de style disons plutôt, et sur les bataillons d'alexandrins carrés, je fis souffler un vent révolutionnaire, je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Voilà. C'est, plus loin il dit, je montais sur la borne Aristote et déclarais les mots égaux, libres, majeurs. Donc, vous voyez bien le caractère politique de son action contre la rhétorique, le procès qui est fait au procédé
utilisé pour emporter l'adhésion, que ce soit d'un public dans un théâtre ou comme dans les comices, parce que la malheureuse Catherine, elle est toute émerveillée, n'est-ce pas, c'est ça qui est terriblement cruel. Hugo dénonce ce conservatisme d'une langue codifiée qui maintient le conservatisme de la société, d'accord, et il y a là véritablement quelque chose qui est important, on le sait, gêner au sens de mettre une langue, eh bien c'est bien entendu gêner la liberté de tout le monde. Donc il veut, c'est ça la langue révolutionnaire, n'est-ce pas? C'est pas un contenu. C'est une façon d'aborder la langue et d'aborder l'argumentation. Cette critique, elle existe encore au XXe, parce que mais là c'est un enseignement qu'on reproche, parce qu'au XXe siècle, eh bien c'est une technique d'arrangement des mots et des contraintes de style. C'est ce que on appellera la rhétorique restreinte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus là véritablement d'argumentation. On s'intéresse à l'élocution, à la façon d'arranger les mots. Alors, c'est un art, en évacuant l'argumentation, il reste l'art du bien dire, qui correspond aux conventions d'une société bourgeoise figée. C'est un art superficiel et stérile, c'est perçu par ça, comme ça. On dit par exemple, ça se rapporte à l'effet du discours sur les esprits. On dit par exemple, sa rhétorique est inquiétante. La rhétorique désigne un livre qui traite de l'art de bien parler. Alors j'ai une citation de Lévi-Strauss, qui écrit « 5 années de Sorbonne se réduisaient à l'apprentissage de cette gymnastique dont les dangers sont pourtant bien manifestes. Mes camarades et moi, nous nous proposions les exercices les plus extravagants. Je me faisais fort de mettre en 10 minutes sur pied une conférence d'1 heure à la solide charpente dialectique sur la supériorité respective des autobus et des tramways. » Et on rejoint là le procès fait à la sophistique. On peut dire une chose et son contraire, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas, On comprend qu'il soit devenu ethnologue. Le livre s'appelle « Comment on devient ethnographe ?» et c'est exactement ça. Il est allé chercher du sens, n'est-ce pas, c'est ce qu'il dit. Oui, mais sa critique, elle procède d'une argumentation brillante et tout à fait rhétorique. C'est un des lieux communs de la rhétorique, répertorié par Schopenhauer, dont je vous parlais au début. C'est étendre le domaine critique à ses conséquences ou à des sujets les plus absurdes. N'est-ce pas, voilà. Quand j'étais en classe préparatoire, pour étendre le domaine comme ça, j'avais un copain qui me disait qu'il allait étudier, lui, la sexualité chez les fourmis, n'est-ce pas, pour noter l'inanité de ses études. Alors, cette façon de retourner la rhétorique contre elle-même, et encore une fois, on arrive à la même chose, c'est-à-dire essayer d'arriver à la vérité, au naturel. Je vais en donner 2 exemples. Et là, je change, pas politique, je fais un petit détour par la rhétorique amoureuse. Alors, j'ai pris 2 auteurs très, très éloignés. Le premier, c'est Shakespeare. Voilà. Donc, c'est dans Henri V. Alors, c'est un dialogue qui, comme souvent chez Shakespeare, est aussi extrêmement drôle, extrêmement fort et extrêmement drôle, puisqu'il s'agit d'un roi anglais qui séduit une princesse française. Donc, elle ne parle pas bien anglais, mais lui, il parle pas bien l'amour, puisqu'il est un homme qui est vraiment amoureux d'elle. Vous voyez, il est sincère.
Donc elle ne parle pas bien l'anglais, et lui, le malheureux, il parle pas bien l'amour. Hein, puisque quand on est sincère, on ne parle pas bien, on n'a pas d'argument rhétorique. Donc voilà cette rencontre. Ah oui, il y a un go-between, hein, une interprète, hein, qui est la servante au milieu. Donc c'est le roi Henri, Catherine, et la servante s'appelle Alice. Charmante, très charmante Catherine, daignez-vous enseigner à un soldat de ces mots qui pénètrent l'oreille d'une femme et plaident la cause de l'amour près de son tendre cœur. Votre Majesté se moquera de moi, je ne sais pas parler votre Angleterre. Oh, charmante Catherine, si vous voulez m'aimer de tout votre cœur français, je serai bien aise de vous l'entendre confesser dans votre anglais estropié. Que vous semble de moi, Kate? Pardonnez-moi, je ne sais ce que vous entendez par ces mots, que vous semble. Un ange semble comme vous, Kate, et vous semblez comme un ange. Catherine à Alice, que dit-il? Que je suis semblable à les anges? Oui, vraiment, sauf votre grâce, ainsi dit-il. Je l'ai dit, chère Catherine, et je ne dois pas rougir de l'affirmer. Oh bon Dieu, les langues des hommes sont pleines de tromperies. Que dit-elle, belle dame? Que les langues des hommes sont pleines de tromperies? Alice, oui, que les langues des hommes être pleines de tromperies, ainsi dire la princesse. La princesse est encore la plus correcte. Ma foi, Kate, mon babil amoureux est juste à la hauteur de ton savoir. Je suis bien aise que tu ne saches pas mieux notre langue, car si tu la savais mieux, tu trouverais en moi un roi tellement simple que tu me soupçonnerais d'avoir vendu ma ferme pour acheter ma couronne. Je ne sais pas faire la petite bouche en amour. Je dis tout net, je vous aime. Et si vous exigez que j'ajoute autre chose que « et vous », je suis au bout de mon rouleau. Donnez-moi votre réponse là, franchement. Puis tapons-nous dans la main et marché conclu. Qu'en dites-vous, madame? Sauf votre honneur, moi comprendre bien. Donc voilà, vous voyez le lieu commun rhétorique dans la séduction amoureuse. Je n'ai jamais dit ça à aucune autre femme, puis de toute façon je sais pas le dire, mais là comme c'est vous, c'est très différent. Donc on va arriver au 20e avec un retournement de ce lieu commun, c'est dans Belle du Seigneur, hein, Albert Cohen. Solal offre une leçon de séduction. Il a décidé de séduire Ariane, dont il est amoureux. Alors Solal est un libertin, n'est-ce pas, qui accumule les conquêtes, qui a les moyens, tous les moyens pour ça. Et donc il l'a fait venir, elle est mariée après avoir éloigné son mari, et il lui annonce qu'il va la séduire. Quand elle sortira, elle sera à lui. Et il lui fait une tirade, hein, où il décrit tous les manèges de séduction. Premier manège, donc devant elle, hein, avertir la bonne femme qu'on va la séduire. Déjà fait. Elle reste par défi pour assister à la déconfiture du présomptueux. Deuxième manège, démolir le mari. Déjà fait. Troisième manège, la farce de la poésie. Faire le grand seigneur insolent, le romantique hors du social, avec somptueuse robe de chambre, chapelet de santal, monocle noir, appartement au risque, et crise hépatique soigneusement dissimulée. Tout cela pour que l'idiote déduise que je suis de l'espèce miraculeuse des amants, le contraire d'un mari à laxatif, une promesse de vie sublime. Le pauvre mari, lui, ne peut pas être poétique, impossible de faire du théâtre 24 heures par jour. Vu tout le temps par elle, il est forcé d'être vrai, donc piteux. Tous les hommes sont piteux, y compris les séducteurs lorsqu'ils sont seuls et non en scène, devant une idiote émerveillée. Tous piteux,
et moi le premier. Donc, 4e manège, etc. À vous de voir, hein, si vous l'avez lu. D'accord, hein. Donc, vous voyez, cette critique de la rhétorique est un échec. Il n'y a pas de fuite hors du langage et hors des traductions de l'utilisation de ce qu'on fait, hein, et hors de notre culture. La fameuse simplicité ou l'éloquence du cœur, n'est-ce pas, est quand même un stratagème. La seule chose, c'est qu'on peut ne pas trop le montrer. Si tu veux me séduire ou me surprendre, prends garde que je ne vois pas ta main plus distinctement que ce qu'elle trace. C'est Paul Valéry qui dit ça. Là, vous voyez, Solal retourne la chose en montrant la main, n'est-ce pas? Et cette façon de le montrer, bien, va devenir l'argument de sa séduction. Puisqu'il montre les stratagèmes, il est sincère. Hein, voilà. Donc, on ne peut pas séparer la pensée de son expression, dit Fumaroli, et d'une traduction de son expression. Il y aura donc un mouvement de réhabilitation. Et le sophiste, hein, qui était perçu comme celui qui abuse l'auditoire, hein, qui propose une chose et son contraire, donc qui propose comme but, non pas la vérité, mais le non-sens, puisqu'on peut démontrer une chose et son contraire, donc il n'y a rien de vrai, il y a non-sens. À partir du XXe et surtout aujourd'hui, hein, ils vont être réhabilités, parce que le sophiste est celui qui s'intéresse à la psychologie de l'auditoire, au raisonnement propre à persuader, au style certes, mais ça veut dire qu'il s'intéresse au monde tel qu'il est. On va reprocher, hein, eh bien, à Platon d'avoir confondu la philosophie et le commerce humain, n'est-ce pas? Les hommes ne sont pas philosophes. Donc, on dit aujourd'hui que les sophistes ne sont pas des rhéteurs vaniteux, hein, des jongleurs d'idées sans principe, mais des penseurs sérieux, militants d'un humanisme qu'on peut rapprocher de l'époque des Lumières. Il y en a même qui parlent d'eux en ce sens qu'ils seraient postmodernes. Hein, ils ne cherchent pas l'absolu de la vérité. Hein, ils cherchent la possibilité de dialoguer, que les hommes puissent dialoguer entre eux. Alors, quelqu'un comme Paul Valéry, hein, dénonce, et Jean Paulhan dénonce, ça peut surprendre, l'oubli de la rhétorique. C'est dans cette réhabilitation, hein, qui est celle du XXe et d'aujourd'hui. Nous faisons couramment sur la rhétorique une erreur singulière et qui donne à penser. En gros, nous supposons qu'elle était l'art d'ajouter au langage commun, avec la métaphore, l'hypallage ou la synecdoque, divers ornements propres à le rendre émouvant, distingué d'un mot littéraire. C'est à peu près comme si l'on disait des gendarmes qu'ils sont un corps de fonctionnaires chargés de commettre des crimes. Or, les gendarmes peuvent avoir bien des défauts, mais d'habitude, ils n'ont pas celui-là. La rhétorique non plus. Au contraire, les rhétoriqueurs commencent en général par observer que le langage commun se trouve extraordinairement riche en figures et en tropes. Ils ajoutent qu'il appartient à l'écrivain digne de ce nom de choisir et tailler dans ces figures, de s'en priver la plupart du temps, de les régler en tout cas. Somme toute, la rhétorique est plutôt un art d'ascèse et de sacrifice. L'erreur dont il s'agit à son histoire, c'est aux premières années du XIXe qu'on la voit apparaître avec l'ardeur, la virulence, l'aspect flatteur qu'elle a gardé de nos jours. Elle est l'une des phases, et d'abord la plus apparente, du romantisme. Voilà. Donc, erreur des romantiques, c'est
ce que fera aussi Ponge, dans un joli livre qui s'appelle Pour un Malherbe étant l'écrivain classique par excellence, il voit dans la rhétorique le moyen d'échapper par la rigueur au carcan, à la prison d'un langage qui est figé. Finalement, la rhétorique, la recherche d'arguments, la recherche de forme est une façon de renouveler le langage et de s'approcher au plus près de ce qu'on veut dire et donc de ce qu'on pense, en défaisant les conventions. Il dit « Lorsque je cherche à m'exprimer, je n'y parviens pas. Les paroles sont toutes faites et s'expriment. Elles ne m'expriment point. Là encore, j'étouffe. » C'est alors qu'enseigner l'art de résister aux paroles devient utile, l'art de ne dire que ce que l'on veut dire, l'art de les violenter et de les soumettre. Somme toute, fonder une rhétorique, ou plutôt apprendre à chacun l'art de fonder sa propre rhétorique est une œuvre de salut public. Donc, le travail rhétorique est une œuvre à la fois de libération individuelle et de libération, c'est aussi un bienfait politique et social. Excuse-moi, je regarde, oui. Là, je vais citer quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Barbara Cassin, pour ce bienfait politique et social. Donc, elle attaque Platon et sa bonne rhétorique qui se donne pour mission de rechercher la vérité dans les affaires humaines. Il évacue de la rhétorique ce qui en fait l'essence, pour la ramener à la philosophie. C'est-à-dire, c'est une façon de faire disparaître la rhétorique. Pour ce que dit Barbara Cassin, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des vérités, et certaines sont plus justes que d'autres. Alors, c'est très sophistique, très relativiste, n'est-ce pas? Il y a du plus vrai, ça paraît un paradoxe, ça paraît pas possible, on peut pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Eh bien, en rhétorique, il y a du plus vrai que d'autres. Il y a du plus juste, et le plus juste doit être retenu comme le plus vrai. C'est ça qu'il faut démontrer, et c'est ça que la vérité, que la rhétorique doit aider à démontrer. Elle fait remarquer, par exemple, que le mot pravda ne veut pas dire vérité, mais justice. Voilà. C'était il y a longtemps, c'est pas à propos de maintenant. D'accord. Donc cette idée d'imposer un organe d'information où vrai et juste sont confondus, n'est-ce pas? Il y a, dit-elle, un impératif de jugement. On ne peut pas... tout le monde instrumentalise le langage, pour le meilleur ou pour le pire, dit-elle. On n'échappe pas au mot. La pensée ne peut pas se différencier du langage. Chacun est responsable du jugement. Et elle cite Protagoras, elle dit que c'est sa devise. Et toi, il te faut supporter d'être mesure. D'accord? C'est-à-dire que la rhétorique est cet art qui nous permet d'analyser ce qui nous est dit, ou d'analyser ce qu'on veut dire ou de le créer. Mais ça ne supprime pas le jugement. Chacun est mesure, est responsable du jugement. Alors, il faudrait le rappeler par rapport à des populistes. Elle va citer pour ça, et c'est la deuxième aspect, c'est la rhétorique comme praxis, art de la pragmatique, la commission Vérité Réconciliation en Afrique du Sud, qui est quelque chose d'extrêmement important, puisque quand il n'y avait plus d'archives, et il n'y avait plus pratiquement plus de preuves, n'est-ce pas? Donc, elle dit rien qu'avec des mots a été fabriqué le peuple arc-en-ciel.
Desmond Tutu dit « Nous devions montrer assez de vérité pour faire ce qu'on s'était proposé, la réconciliation, car il n'y avait pas d'archives. Il fallait construire un passé commun. Le langage fait des choses, il construit la réalité. Il fallait que tout le monde sache une mémoire qui fabrique un peuple. » Voilà. Hein, donc, ça, c'est l'autre aspect de la rhétorique, hein, pour quelqu'un comme elle, comme Desmond Tutu aussi, c'est l'aspect performatif. Les mots peuvent créer en politique des choses. Hein, les discours révolutionnaires ont créé la République. Hein, ils ont fait advenir une présence réelle de la nation, hein, ou de la volonté générale, et il y en a d'autres. J'accuse de Zola, par exemple, hein, qui, bon, le performatif, c'est quand je dis la science est ouverte, d'accord. Si je suis l'autorité, c'est que ça fait advenir. À partir du moment où la personne autorisée dit la science est ouverte, ben la science est ouverte. Hein, donc, le langage fait des effets. Mais là, c'est au domaine politique, n'est-ce pas, qu'elle l'applique. On peut refuser une parole performative, n'est-ce pas, hein, bien entendu. Et là, c'est de l'ordre de la polémique, de l'insulte. Bon, hein, j'ai un exemple récent, mais je le donne. Hein, mise en examen pour prise illégale d'intérêt, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, convoqué jeudi pour être réentendu par la Cour de justice de la République, refuse de répondre aux questions des magistrats. D'accord ? C'est une parole performative, une convocation par la police ou par la justice, c'est un acte, d'accord ? Ce sont des mots qui font acte. Donc, dans la réponse, hein, de la présidente de la Cour de cassation, donc dans un communiqué, la première présidente de la Cour de cassation regrette fortement les propos tenus par le garde des Sceaux, dont la mission est de garantir l'indépendance de la justice. En mettant en cause l'honneur des magistrats instructeurs, les propos tenus contribuent à fragiliser l'autorité judiciaire, pilier de l'état de droit. L'insulte, hein, c'est une forme d'insulte. Le refus de répondre, le silence est toujours perçu comme une forme d'insulte. L'insulte a aussi un effet performatif, hein, de fragilisation, hein, alors des institutions ou de la parole de l'autre. La pragmatique, c'est pas que la politique, j'ai pas le temps, etc., mais c'est aussi dans les entreprises. Hein, bon, vous avez tous, je suppose, été victimes de ces jeunes formés aux techniques de l'argumentation au téléphone, n'est-ce pas, qui débitent voilà, ou à la banque, hein, et on voit bien que on leur a expliqué comment faire ceci, cela, et que simplement si on met un petit grain de sel, un petit caillou dans leur rouage, là ils sont tout perdus, hein, les pauvres malheureux, on leur a pas donné. Donc, cette rhétorique de la communication, c'est aussi autre chose, c'est celle de la publicité, hein, voilà. Mais j'ai pas le temps, je voudrais dire quelques mots, hein, sur les techniques. Il me reste 15 minutes, 20 minutes. Alors, les genres de la rhétorique. Il y en a, la rhétorique distingue 3 grands genres dans la tradition, parce que maintenant, il y en a d'autres. Je viens de parler de la technique de communication, d'accord, hein, il y aura aussi les réseaux sociaux. Un certain nombre de rhétoriciens s'intéressent à l'analyse. Est-ce qu'il y a une autre forme de discours, n'est-ce pas? La question rhétorique, c'est celle-là. Hein, il y a celui de la publicité, mais ça fait assez longtemps. Traditionnellement, il y avait 3 genres. Le discours judiciaire, qui aboutit à un jugement. Ces 3 genres sont liés à des temporalités. Hein, le discours, ça concerne le passé. En général, hein, on juge quelque chose qui s'est passé. Donc le judiciaire qui aboutit à un jugement. Le délibératif qui amène à prendre une décision. Très souvent, au délibératif appartient le discours politique. Hein, voilà. Et lui, il concerne plutôt, il est tourné vers le futur. Hein, c'est ce qui sera le mieux pour le futur. Et le démonstratif, qu'on appelle aussi épidictique,
donc lui est dans le présent. Alors c'est par exemple le discours de l'éloge, l'épidictique, quand on fait l'éloge, comme là, dans Flaubert, l'éloge de l'agriculture, l'éloge de... Voilà. Enfin, c'est un exemple de... Ces trois genres aujourd'hui, bon, ils sont peut-être pas suffisants, même si... alors, chaque genre a ses techniques. Bon, on doit pouvoir transposer les analyses. Comment c'est organisé? Donc, la rhétorique, il y a les genres, il y a les divisions de l'art oratoire. C'est-à-dire, pour argumenter et persuader, que faut-il? Il faut ce qu'on appelle l'inventio, ou l'invention. C'est-à-dire la capacité à trouver des idées, des arguments. Alors, c'est pas comme l'élève devant sa copie, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire, d'accord? C'est trouver la bonne façon, les bonnes idées ou les bons arguments par rapport à ce qu'on veut démontrer. Je crois qu'il n'y a pas besoin de dessin pour montrer que on peut avoir l'art de cacher certaines idées ou certains arguments par rapport à sa démonstration. C'est trouver ce qui va faire mouche. Ensuite, la disposition, savoir organiser ce qu'on va dire. Ça, c'est important. Par quoi on commence, par quoi on finit. L'élocution, choisir la façon de le dire, dont je parle très peu. L'action, savoir allier la parole et le geste quand il s'agit d'orateurs. Bon, en ce moment, c'est en permanence, n'est-ce pas? J'ai été très frappée de voir le premier discours de Poutine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai regardé. Il est assis, d'accord, et rien ne bouge. Ça dure 45 minutes, le discours. Et absolument rien ne bouge. D'accord? Inébranlable. La réponse du président Macron, la réponse, il est debout. D'accord? Bush, il est debout. Lui, il est chez lui. D'accord? Il est chez lui, assis avec les deux drapeaux de la Russie derrière. Ça, c'est de l'action. D'accord? C'est une façon de se présenter qui dit déjà en elle-même beaucoup de choses. Et puis, dernière partie, la mémoria, retenir ce qu'on doit dire. Bon, aujourd'hui, il y a les prompteurs, mais aujourd'hui, disons qu'il faut avoir l'art de ne pas montrer qu'on regarde son prompteur quand même, parce que ça disqualifie tout à fait un orateur. Je crois qu'on avait fait une différence entre Chirac et Sarkozy pour ça. Chirac avait cette capacité, je suppose qu'il avait aussi un prompteur, j'en sais rien, mais de pas montrer qu'il le lisait. Donc, de toute façon, la mémoire est importante. Les preuves maintenant. En rhétorique traditionnelle, il y a 3 types de preuves. Celles qui concernent le discours, le logos, la raison, la logique. Il faut donner des raisons, savoir les enchaîner, les amener les unes après les autres. Mais ça ne suffit pas. Il y a ce qu'on appelle le pathos. C'est la sympathie, c'est partager les sentiments, n'est-ce pas? Le pathos, c'est pas ce qui fait pleurer. Le pathos, c'est ce que l'on ressent. Il faut faire naître chez l'auditeur le désir de croire, d'accord? De croire ce qu'on raconte, parce que sinon, c'est pas la peine. On peut avoir les meilleurs arguments du monde, et ça ne changera rien. Nous en avons la preuve. J'ai cité Trump, n'est-ce pas? De toute évidence, ce qu'il dit est faux, mais il donne à un public déterminé, par sa stature, vous savez, toujours en mouvement, etc., ce côté orateur religieux aussi, il capte l'adhésion du public qui se moque totalement du contenu. D'accord? C'est pas important ce qu'il dit. Donc le désir de croire,
il faut donner confiance à l'orateur. Alors, dans l'orateur idéal à la Cicéron, la confiance, il faut que l'orateur se montre comme fiable, sérieux et bien intentionné. Ça peut être l'inverse, on en a la preuve, d'accord, en ce moment, c'est se montrer comme très, très mal et délibérément mal intentionné. Et donc, ensuite, on en arrive à enfin, ça, c'est l'éthos, l'image de l'orateur. Le pathos, c'est les sentiments donc on va faire naître dans le public. Ça, c'est ce qu'on appelle les preuves. Donc les preuves sont dans ces trois caractères. Le caractère moral de l'orateur, la disposition de l'oratoire et le discours lui-même, la démonstration qui est faite. Alors, je vais donner quelques exemples de ces preuves. Une preuve très connue dans la logique, c'est le syllogisme. Vous savez, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, voilà. Qui est très employé. En rhétorique, on parle, c'est souvent raccourci, les syllogismes, donc on parle d'antimème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les trois formules. J'en ai un de Pascal, qui veut convaincre des libertins, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de jouer, d'accord? Il veut les convertir. Et il dit, pesons le gain et la perte en prenant le parti de croire que Dieu est. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Pariez donc qu'il est sans hésiter. Alors, le raisonnement est convaincant, mais on sent bien qu'il n'aura pas l'adhésion. Il peut convaincre, mais il ne persuadera pas. Et il ne persuade pas. Un syllogisme anti-mème raccourci, la France tu l'aimes ou tu la quittes. Philippe de Villiers, n'est-ce pas? Et vous voyez les étapes. Si on n'aime pas la France, on ne reste pas en France. Donc si on l'aime pas, on la quitte. C'est une composante qui repose essentiellement sur la déduction. Il y a d'autres raisonnements qui sont de l'induction. Alors c'est parodié par Lewis Carroll. On ne peut pas faire quelque chose sur la rhétorique sans parler de Lewis Carroll. Et quand même pour vous détendre, un dialogue entre Alice et le chat. Donc elle va voir le chat, elle lui demande où est-ce qu'elle doit aller, parce qu'elle ne sait pas où elle doit aller. Dans cette direction-ci, répondit le chat en faisant un geste vague de la patte droite, habite un chapelier. Et dans cette direction-là, ajouta-t-il en faisant le même geste de son autre patte, habite un lièvre de Mars. Vous pouvez, selon vos préférences, aller voir l'un ou l'autre. Ils sont fous, tous les deux. Mais je n'ai nulle envie d'aller chez les fous, fit remarquer Alice. Oh, vous ne sauriez faire autrement, dit le chat. Ici, tout le monde est fou. Je suis fou, vous êtes folle. Comment savez-vous que je suis folle, demanda Alice. Il faut croire que vous l'êtes, répondit le chat. Sinon, vous ne seriez pas venu ici. D'accord? Tout le monde ici est fou, vous êtes ici, donc vous êtes folle. Donc, c'est le syllogisme banal, d'accord, et il va démontrer qu'il est fou, puisque lui, il n'est pas un chien, enfin bon, voilà, je vois. C'est parodié par Rabelais de façon très drôle aussi, donc comment Panurge se conseille à Pantagruel pour savoir s'il doit se marier. Bon, là, il se moque aussi de la disputatio, qui était un exercice médiéval où on devait présenter des arguments et leurs contraires, et Panurge dit « je veux me marier parce que je veux pas être seul », et Pantagruel lui dit « bah mariez-vous ». Et là il dit « ah oui, mais alors là, peut-être elle va me voler, peut-être… » Bah, vous mariez pas. « Ah oui, mais alors là, quand même, si je veux des enfants, il faut que je marie. Bon, ben mariez-vous. Ah oui, mais peut-être elle va me tromper. » Voilà. Et vous avez tous les arguments comme ça, et le raisonnement tourne en rond. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un jugement, ou il y a un désir qui fait la différence. Alors, argument de réciprocité, je n'arrive pas à comprendre comment la mendicité peut être un délit dans une société où la charité est une vertu. Ça, c'est la réciprocité.
Poussé à l'absurde, Tristram Shandy, un jeune homme prétend devant son père fonder son droit à coucher avec sa grand-mère. Vous couchez, lui dit-il, avec ma mère. Pourquoi ne coucherais-je pas avec la vôtre, hein? Alors l'argument de l'exemple, n'est-ce pas, hein, alors l'exemple, par exemple, l'âge d'or, hein, vous savez, avant c'était beaucoup mieux, etc., qui disqualifie donc le pays ou le régime dans lequel on est. L'inverse, hein, dire que c'est maintenant que tout va bien relativement, entraîne que l'on ne veut aucun changement. Hein. C'est une forme de persuasion, ça, par la menace justement de modification, et en général c'est efficace. Hein. C'est soit tout va mieux qu'avant, hein, et ça on ne change rien, soit avant c'était mieux, hein, c'est la comparaison. Alors l'exemple en rhétorique, une preuve, mais un exemple, c'est quelque chose à quoi on ne peut pas, enfin dans la définition rhétorique, on ne peut pas trouver de contre-exemple, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas développer, hein, mais vous voyez comme en ce moment l'histoire est utilisée comme exemple, n'est-ce pas, hein, la preuve que la faiblesse conduit à la perte. Hein. Là, je reviens pas sur le discours que j'ai cité. Quelqu'un comme et puis en France aussi, n'est-ce pas, voilà. Sauf que c'est une falsification de l'exemple puisqu'on peut trouver des contre-exemples. Hein, voilà. Et de toute façon, aucune preuve n'assure le succès. Il faut qu'il y ait une acceptabilité idéologique ou psychologique. Alors, pour l'orateur, l'image de soi, hein, vous vous souvenez du débat Chirac-Mitterrand, n'est-ce pas, hein, Chirac disant « Je ne suis pas ici Premier ministre, je suis... » voilà. Et Chirac répondant « Oui, monsieur le Premier ministre. » Tout le monde a dit « Il a gagné. » À ce moment-là... Oui, non, mais dans l'image de soi. Je ne porte pas de... Je dis donner l'image de soi. Hein, la preuve de l'éthos en ce moment, on l'a avec le président Volodymyr Zelensky, d'accord, hein, voilà. L'image des gens devant les... Parce que Chirac disait, vous n'êtes pas... Oui, vous n'êtes pas président. Vous n'êtes pas le président, et je ne suis pas le Premier ministre. Oui, ben c'est bien ce que je dis. Et c'est la fausse concession, c'est oui, monsieur le Premier ministre. D'accord, c'est les arguments tels que je les ai développés avant. Le grand débat national, la disposition en arène, d'accord, en cercle, hein, qui fait que le président est au milieu, c'est... Bon, on se rappelle quand même les gladiateurs, enfin, vous voyez, il y a quelque chose du combat, de l'affrontement, qui héroïse la personne. Quand il parle avec les philosophes et les intellectuels, c'est autour d'une table, d'accord ? C'est pas la même disposition. Je vais citer quelqu'un de moins polémique, Simone Veil. Hein. Simone Veil, et ben voilà, c'est sa personne, son histoire, hein, son ethos suffit, hein, quand elle prend la parole sur le discours, hein, pour la légalisation de l'avortement, n'est-ce pas? Elle est incontestable, d'accord, hein, c'est une autorité de la personne. Une partie des députés ne sont pas d'accord avec elle, mais ils ne peuvent pas la contester. Hein. Elle emporte de toute façon, en tant qu'orateur, la sympathie. Il y a d'autres façons, ça peut aller très loin. Vous savez, les fameux concours d'éloquence, là. Alors, il y avait dans un concours, à une finale, le sujet qui était imposé, c'était « Est-ce que la mort est un sujet sérieux ?» Et le candidat qui a... C'est long, hein, ils ont plusieurs semaines, après 5 heures pour préparer, comme à l'oral de la grecque. Voilà. Et il avait approuvé que non, c'était pas quelque chose de sérieux. Ce qui paraît un peu un challenge. Et qu'a-t-il fait? Il est venu en short devant, vous voyez, c'est un jury, je crois que c'était à la Bibliothèque nationale, non, c'était à la Sorbonne, là. C'est la finale, était à la bibliothèque. Il vient en short devant un jury comme ça. Bon,
on se dit, il est disqualifié. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met en scène le fait qu'un ange vient lui dire qu'il en a pour 5 heures, que dans 5 heures, il se présente devant Saint-Pierre, et qu'il a intérêt à écrire quelque chose d'un peu correct pour raconter à Saint-Pierre. Et l'ange lui dit, puis le short là, ça va pas aider. Il a été finaliste, n'est-ce pas? Vous voyez, l'image qu'il donne est en cohérence avec ce qu'il va dire, et bon, ça c'est pour vous détendre. L'épreuve pathétique maintenant, donc les dispositions émotionnelles sur lesquelles on joue un crime grave, reviennent les discours sur la remise de la peine de mort, n'est-ce pas? À chaque fois qu'un crime est présenté comme particulièrement monstrueux, les partisans de la peine de mort recommencent le débat en jouant sur les passions qui sont soulevées. La peur, vous le savez, on l'a eu avec le Covid, avec l'immigration, etc. C'est des choses qui marchent. Le recours à la fable, et là je citerai un très beau texte. Alors bon, il y a La Fontaine, bien sûr, mais dans ce combat sur la peine de mort, le journal d'un condamné, le récit de Hugo est une histoire qu'il raconte, la vie d'un condamné, les derniers jours d'un condamné à mort, et bien entendu, c'est un plaidoyer. Ce recours à l'histoire est un plaidoyer contre la peine de mort. Dans les arguments, les lieux communs, c'est-à-dire ceux qu'on présente comme étant admis par chacun, il y a l'argument d'autorité. Alors, les experts, l'expert a dit ça. Vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas expert, vous vous taisez. Les spécialistes, etc. Bon, l'histoire est un argument d'autorité, mais il s'est passé ça. Vous n'allez pas dire le contraire, vous n'y étiez pas. Ou vous n'êtes pas historien. Peut-être qu'un historien pourra dire « Ah non, c'est pas exactement ça qui s'est passé ». Mais si on vous assène ça comme ça, il n'y a rien à dire. Et là, les fake news, Barbara Cassin analyse les fake news comme un argument d'autorité. C'est-à-dire que ça a cette caractéristique de l'argument d'autorité que ce qu'on croit, c'est pas ce qui est dit, c'est la personne. D'accord? Donc, parce que je suis Trump, vous n'allez pas dire le contraire de ce que je dis. Vous me croyez parce que je sais pas si ça suffit comme analyse des fake news, qu'on appelle nous un fox, c'est un mot bien choisi, c'est un paronyme, fox intox, ça marche, c'est mnémotechnique, voilà, puis un surplus de sens là aussi. Simone Veil, lors de son discours pour la légalisation de l'avortement, commencera son discours, enfin pas tout à fait, par un projet en soulignant que son projet se conforme à la définition donnée par le président de la République, qui est de remédier au désordre. Donc vous voyez, son argument argument d'autorité, elle cite le président de la République et elle vise bien entendu les giscardiens. D'accord avec ça, parce que la gauche, elle n'a pas besoin. Donc cet argument d'autorité est à destination d'une partie de l'Assemblée dont elle sait qu'ils seront plutôt majoritairement opposés. Je termine sur attaque ad hominem et ad personam, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup et qu'on confond souvent. Et c'est important de ne pas confondre. L'attaque ad hominem, c'est quand on montre que il y a dans les propos, dans les assertions, une incohérence. On peut évaluer l'incohérence par rapport à des actes, par rapport à ce qui a été dit avant, ou ce qu'on appellerait une contradiction. On peut toujours en faire quelque chose de malhonnête. Voilà. On met quelqu'un en cause à partir dans le contenu de ce qu'il dit, par rapport à un autre contenu ou d'autres actes faits par la même personne.
L'argument ad personam, c'est s'attaquer ad personam, c'est s'attaquer à la personne, là. C'est complètement différent. Et on s'attaque donc à l'identité de la personne, son rang, sa famille, son physique, ses caractéristiques, etc. Voilà, vous vous souvenez de cette ministre de la Santé sifflée parce qu'elle était en robe, n'est-ce pas? Ça, c'est une attaque ad personam. Voilà, un ministre de la Santé au Canada qui attaquait comme ministre de la Santé, car il ne devait pas l'être, car il était trop gros. Bon, voilà. Donc ça, ce sont des arguments, il faut bien faire la différence. Alors, il peut y avoir un mésusage de l'argument ad hominem, mais ce n'est pas la même chose qu'un argument ad personam, n'est-ce pas, qu'on avait tout à l'heure. Je vais terminer, oui, j'y arrive, par une citation aussi. J'aurais pu prendre sur les discours contre la peine de mort. Bon, j'ai choisi Simone Veil, le discours sur l'avortement. Bon, voilà, pour la légalisation. C'est un grand discours aussi. Il y en a d'autres. J'aurais pu prendre Badinter. Enfin, il y en a des grands discours. Voilà. Le début de son discours. Je voudrais tout d'abord vous faire, à propos de l'argument, excusez-moi, ad hominem ou ad personam, à vous d'en juger. Début de son discours, donc, à l'Assemblée nationale. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Je pourrais m'arrêter là, n'est-ce pas? Attaque ad hominem ou ad personam. Elle parle effectivement devant des hommes, n'est-ce pas, qui n'écoutent pas les femmes. Voilà. Ou, bon, à vous de juger de la question de ce qui est moral, d'accord. En conclusion, ce que je voudrais dire, avant de vous passer deux choses, enfin une suffira, peut-être. Donc la rhétorique, art de la manipulation, basée sur un relativisme moral, parent pauvre d'une logique philosophique, c'est une première vision, une vision totalement négative, enfin négative, mais ou alors formation, la rhétorique est l'instrument de formation du citoyen, permet de chasser l'irrationnel de mauvais aloi dans la persuasion, permet aussi de ne jamais oublier que tout discours, toute parole est une construction où les évidences sont des outils en vue d'un but. Et plus il n'y a pas de but avoué, plus le but est à rechercher. Dans cette vision historicisée de la raison humaine, la rhétorique n'est ni un parent pauvre de la logique, ni un art de gagner grâce à des non-sens généralisés. Elle est l'art de fournir des pièces à conviction, des arguments, des justifications toujours sujets à révision, certes, mais dont les critères de persuasion ne sont pas entièrement arbitraires. Ils prennent leurs racines dans une raison archaïque ou sociale encore vivace, qui servirait de garde-fou. Le langage n'est pas le miroir de la réalité. L'art de la persuasion ou de l'argumentation, c'est l'art de faire rationnellement, comme si le monde avait du sens. Et dans l'exercice collectif, c'est une praxis pour que les hommes réunis en assemblée acceptent que tout compte fait, il est nécessaire de construire du sens pour faire exister le lien commun. Voilà. Et je voudrais vous passer deux extraits. Un premier extrait oral. C'est deux échecs de la rhétorique.
un premier extrait. Voilà, vous allez. Alors, je ne sais pas si on va y arriver. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon passage. Tu l'as mis à. C'est émission Tire ta langue. Pour vous montrer comme ce qui a à un moment paru extrêmement nouveau comme type d'argument est aujourd'hui pour nous des arguments rebattus et même qu'on peut retourner contre les adversaires. Voilà. Parlementaire français. L'étude est savante, en dérouler le plan prendrait quasiment l'émission entière. Alors, allons directement à l'os. Voici un extrait du grand débat de 1908 sur l'abolition. Jean Jaurès monte à la tribune, il s'enflamme. Il en vient à évoquer la jeunesse des scélérats au berceau. Combien est-il d'enfants qui, sans famille, sans contrôle, sans surveillance, livrés à eux-mêmes dans les rues et sur les places de Paris, y apprennent peu à peu l'audace et l'ingéniosité du crime et toutes les corruptions du vice. Applaudissements à l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche. Eh bien, de quel droit une société qui, par égoïsme, par inertie, par complaisance pour les jouissances faciles de quelques-uns, n'a tari aucune des sources du crime qu'il dépendait d'elle de tarir, ni l'alcoolisme, ni le vagabondage, ni le chômage, ni la prostitution, de quel droit cette société vient-elle frapper ensuite, en la personne de quelques individus misérables, le crime même dont elle n'a pas surveillé les origines. Alors, voilà. Donc vous voyez, aujourd'hui, on retourne ça en victimisation, n'est-ce pas, en disant oui, ça devient un lieu commun rhétorique. Ah oui, j'ai eu une enfance malheureuse, voilà. Et ça peut être utilisé contre la personne. À l'époque de Jaurès, c'est un argument fort et nouveau, de dire la société est responsable conduit au crime, pour une partie de la société. C'est un lieu commun maintenant qui peut être retourné, pas toujours. Le deuxième, c'est le film Passage que je voudrais. Enfin, c'est la bande-annonce du film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Don't Look Up. Donc l'histoire, c'est qu'une météorite, je ne sais pas de bêtises, énorme, va s'écraser sur la Terre. Voilà. Les scientifiques incarnés par ces deux personnages la détectent. Il y a des possibilités d'arrêter. C'est-à-dire que la catastrophe n'est pas du tout inéluctable. D'accord ? Il est possible, au moment où ils le voient et au moment où ils vont s'adresser aux responsables politiques, il est possible d'éviter la catastrophe. Il y a la preuve, d'accord ? Tout dépend de leur rhétorique ou de la rhétorique des politiques. Où est l'intérêt ? D'accord ? Quels sont les intérêts qui vont primer ? Ils vont échouer. Voilà. Et je veux vous montrer ces deux passages qui sont très clairement qui définissent très clairement les conditions dans lesquelles un espace d'argumentation est possible ou n'est pas possible. D'accord ? Et je reviens à l'éthique. Il faut qu'il y ait un espace social conventionnel sur lequel on est d'accord. Sinon, ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Si c'est les armes, on peut essayer de parler, ça peut marcher, mais voilà. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente
Et qu'on avise. Patiente. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent. On fait quoi? Il faut qu'on sorte l'information. On l'a fait fuiter. Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace. Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible? Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée. Kate. Oh, Kate. Ok. L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Vous voyez, les On va postes, diffuser la nouvelle d'une façon ou d'une autre. Elle est bien réelle et elle a... la jeune scientifique qui perd son calme devant l'urgence de la situation, elle est disqualifiée. D'accord. L'hystérique, par contre, lui, ça va très bien. Et la réponse de la présidente qu'on n'a pas là à un moment, elle dit, mais vous savez, des nouvelles alarmantes, moi j'en ai tous les jours. Voilà, on a le temps, on va voir. Bon, voilà. Et ils ne vont pas convaincre. Ils ne vont pas persuader, en tout cas. Ils vont convaincre, mais ils ne vont pas persuader. Voilà, parce qu'après, il y a d'autres... Alors, évidemment, on a dit... C'est une fable sur le monde contemporain. C'est ce qu'on a dit à propos de ce film. Bon, je l'ai pris, il y en a un parce qu'il est contemporain, justement. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté.